Bonsoir Vincent Gramy, je crois que l'enregistrement a démarré. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi en face? Je te le confirme. Ah voilà, ça y est, on a le cadre, je vois ton micro d'une autre manière. Alors on est dans ce pilote complètement expérimental et on va tenter avec un format qui est un format vidéo, un petit peu comme on le fait maintenant. Alors ça s'écoute au plus que ça se regarde, évidemment, ce qu'on va faire là, mais pour expliquer un petit peu à celles et ceux qui vont regarder la vidéo, voilà, j'ai voulu et tu étais d'accord avec moi sur le principe et sur l'idée. Et je t'en remercie. J'ai voulu sauter un petit peu sur l'occasion de cet ACA PSG qui s'est joué, donc nous sommes le 24, ça s'est joué le 21, il y a 3 jours, à François Coty, 10 000 personnes qui sont venues assister à cette rencontre de Ligue 1 entre le petit Poussec, très clairement, d'un point de vue sportif, autant que d'un point de vue financier, ce qui est l'AC Ajaccio dans cette Ligue 1, c'est le petit Pousset, et c'est même plus le gros Pousset, c'est même pas le pied de l'ogre, c'est l'ogre tout court, c'est le Paris Saint-Germain avec un attaquant qui s'appelle Kylian Mbappé qui a mis 2 buts dans le match et qui va toucher sur 3 ans 630 millions d'euros. Hein. La nouvelle est tombée ce 24 octobre. 630 millions d'euros, il vient de prolonger jusqu'en 2025 avec les PSG. Voilà, ça c'est pour la distance qu'il y a entre les deux clubs. En tout cas, déjà, merci à toi d'avoir accepté ma proposition. Voilà. Merci à toi, Olivier. Merci, c'est un plaisir. Alors Vincent Gramy, donc toi tu es engagé déjà politiquement, on va le rappeler pour te situer, on va pas faire de politique dans cette vidéo, mais on va le dire pour clarifier tout ça et sortir de toute ambiguïté. Engagé politiquement, nationaliste, aujourd'hui tu es au Parti Tudanazione Igors, donc autonomiste, et tu as aussi une sensibilité et un regard particulier sur le football. Tu avais entamé il n'y a pas longtemps une thèse sur le régime juridique des supporters et les sanctions qui peuvent leur être infligées, sanctions de l'appareil judiciaire et selon toi aussi, tu vas nous résumer ça de la part de l'appareil privé que peut être un club de football. Ouais, ouais, complètement. Ben, c'est un travail, alors malheureusement, que j'ai mis entre parenthèses parce que ben, voilà, le temps m'a manqué. Et, tous ceux qui se sont un jour lancés dans une thèse sans en faire leur activité principale, je pense, savent à quel point c'est long. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça très intéressant de travailler en fait sur la gestion des supporters au niveau juridique par les autorités nationales. Et on a bien vu qu'on a eu un glissement en fait où on a eu des mesures de plus en plus restrictives, de plus en plus collectives qui se sont imposées. À l'origine, lorsque les premières lois arrivent en France sur le régime des supporters, on est au début des années 90 et on envisage d'interdire des personnes de stade lorsqu'elles sont confrontées à un juge, à un jugement, à un tribunal. Donc ça veut dire qu'il y a quand même l'idée de sanctionner un comportement répréhensif. Petit à petit, on a glissé dans un monde où les interdictions n'étaient plus judiciaires, elles sont devenues administratives, c'est-à-dire formulées non plus par un juge, mais formulées par des autorités administratives que sont les préfectures. Ça veut dire que là, on n'était plus forcément dans la sanction d'un comportement, mais on était au nom de la préservation de l'ordre public, dans la volonté de restreindre l'accès à des supporters qui n'avaient pas forcément été condamnés. Et on a C'est toujours franchi en cours, hein, on va le rappeler, c'est ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Hein, voilà. absolument, toujours le cas. Et on a basculé encore plus loin en 2016 avec une loi qui avait été beaucoup commentée pour son volet préventif, puisqu'il y avait eu l'installation du référent supporter, qui était une très bonne mesure. Il y avait pour autant sur cette loi de mai 2016 un autre volet répressif qui a été beaucoup moins commenté, qui était en fait la possibilité pour les clubs directement d'interdire d'accès à leur propre stade certains de leurs supporters, en résiliant des abonnements ou en interdisant l'achat de billets. Ce qui veut dire que chaque supporter d'un club peut aujourd'hui, de manière quand même assez arbitraire, être interdit d'accès par son propre club pour des motifs qui n'ont été sanctionnés ni par un juge ni par une autorité administrative. Donc on voit bien un peu la fuite en avant. On a l'impression que tous les 10 ans, on invente un nouvel arsenal juridique qui permet de restreindre l'accès à des supporters pour des motifs qui sont de moins en moins objectivés. Et une dernière question pour terminer sur ton travail, et après on passera à l'échange et aux questions et à notre petit débat commun. Pour toi, ça pose un problème pour l'appareil judiciaire, ça pose un problème pour la relation entre le sujet ou le citoyen
et la loi, il y a des difficultés selon toi ou il y a aussi des bonnes choses? Non, alors, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Les premières lois en Europe contre les supporters ont été mises en place à l'issue de drames qui ont été absolument épouvantables. Je pense notamment au drame du Ezel, hein, où il y avait eu des dizaines de morts et puis des choses qui étaient assez compliquées. En France, les choses ont aussi été faites souvent en réaction à ce qui se passait dans certaines tribunes du Parc des Princes. On sait que là aussi, il y avait eu à un moment donné entre la tribune Auteuil, la tribune Bologne, des affrontements qui avaient été assez violents. Moi, le problème que ça pose, je pense, il est d'abord presque idéologique, c'est-à-dire que quand on applique un système dans lequel la restriction devient presque une norme et la liberté devient l'exception, ben forcément, ça pose débat. Et ensuite, on voit bien que les autorités elles-mêmes sont perdantes dans ce jeu, parce qu'à force d'appliquer depuis une trentaine d'années désormais un arsenal juridique qui en fait restreint énormément les déplacements de supporters à l'extérieur, qui favorise les interdictions de stade, qui favorise les mesures de huis clos, ben on se retrouve en fait avec des autorités qui ne savent même plus organiser, encadrer ce genre d'événement. Et moi, je pense que c'est pas un hasard si au Stade de France, lors de la dernière finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, ben, les autorités ont vite été dépassées, toute autorité confondue, hein, qu'elle soit footballistique ou de sécurité et d'ordre public. Elles pouvaient faire mieux, selon toi, ce soir-là, les autorités? Alors, moi, je ne jugerai pas le travail à l'instant T, mais ce que je veux dire, c'est que quand à un moment donné, pendant des années, on interdit 10 Bastiais d'aller à Nice, 20 Stéphanois d'aller à Guingamp, 1000 Marseillais d'aller à Paris, eh ben, en fait, on ne permet pas aux forces qui sont en charge du maintien de l'ordre et de la sécurité d'avoir l'habitude de ce genre de rendez-vous. Et on se retrouve après avec Marseille 2016, où le match Angleterre-Russie finit quasiment en guerre civile dans les avec Paris Saint-Denis 2022, avec en fait des autorités qui ne savent plus gérer ces mouvements de foule parce que tout simplement on interdit, je dirais, l'exercice pratique et réel. Et tous les 4-5 ans, il y a un événement qui arrive et on ne sait plus ce qui nous arrive. Et je suis curieux de voir si les choses demeurent ainsi, comment seront gérés les Jeux Olympiques, même si il y a l'esprit olympique qui fait que on est en général sur des mouvements de foule et des comportements qui sont bien différents de ce qu'on voit dans des tribunes de foot, dans des compétitions plus habituelles. Merci Vincent pour avoir résumé, voilà, synthétisé bien comme il faut ton travail là-dessus. Alors on va revenir vraiment sur le sujet ACA PSG. Donc c'était la deuxième journée de Ligue 1. La CAC joue le maintien dans ce championnat. Le PSG joue le titre. Le PSG joue la Ligue des Champions. Le PSG est venu avec Mbappé, avec Lionel Messi, avec du Marquinhos, du Donnarumma. Bon, ils n'ont pas pris le match à la légère. Et ça fait 3 semaines, un mois environ que certains cherchent des places pour ce match, essaient de s'organiser d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont venus de Toulon. Il y a une Corse, une Sartenaise qui est venue de Toulon exprès plus tôt que d'habitude, avant la Toussaint, alors que d'habitude elle vient pour honorer ses morts. Mais elle est venue. Je la salue si elle regarde cette vidéo pour sa gentillesse et son côté loquace. C'était vraiment très intéressant. De discuter avec elle. Elle est venue exprès. Voilà, il y a des gens qui ont fait des pieds et des mains pour voir ce match-là. Donc ça a fait qu'on s'est retrouvé avec 10 000 personnes environ dans un stade qui était plein à craquer, avec une capacité maximale de 11 000 personnes, une tribune en trois quarts fermée, un parquage parisien avec 200-250 supporters visiteurs, pas que visiteurs d'ailleurs, il y avait des Corses aussi dans ce parquage, ajaxien Bastiais. Et on va parler d'abord, pour commencer, d'identité et de valeurs. Parce que ce match, il a fait réagir, surtout dans les événements extrasportifs, en fait. Clairement, ce n'est pas le score de 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui retient l'attention, parce que ça, c'était la chose qu'on n'imaginait pas, on va dire, différente. On ne l'imaginait pas autrement, ce dénouement. Mais on voit que ce sont les événements extrasportifs. Déjà, il y a une première chose, c'est que les animateurs des tribunes et les gens qui sont là toute l'année parlent d'abord d'identité. Ils ont voulu le montrer avec un tifo, un tifo représentant la Vierge Marie. Vraiment, ils l'ont incarné sur une grande plaque de carton, très très visible, et avec la devise ajaxienne pour la Madounuccia, la protectrice d'Ajaccio, Posuerunt me custodem, qui, fait, qui rappelle la protection de la ville sous l'égide de sa sainte patronne.
Vincent Gambi, une question. L'objectif de ces supporters, c'était d'opposer, disent-ils, l'identité de la CA, d'Ajaccio, de la Corse, et l'identité du Paris Saint-Germain, de Paris et du Qatar, là où les fonds alimentent ce club depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que c'est judicieux, ce qu'on pouvait s'y attendre, et qu'est-ce qu'on peut en penser? Ben, alors, évidemment, je ne prendrai pas le risque, je ne me permettrai pas de parler à la place du groupe de supporters qui a préparé ce tifo, qui était joli d'ailleurs, hein, visuellement, qui était assez réussi. Ça, je pense qu'il n'y a qu'eux qui pourront expliquer. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que avec l'AC Ajaccio d'un côté et le Paris Saint-Germain de l'autre, il y a quand même deux mondes du football très différents. L'ACA, comme beaucoup de clubs en Corse, comme certains clubs encore en France, sont encore, je dirais, les derniers survivants du football d'avant. C'est-à-dire que c'est un club qui est dirigé par des entrepreneurs insulaires, c'est un club qui est entraîné par un Corse, c'est un club dont le capitaine de mémoire est toujours Vincent Marquet. Tiens, tu me reprendras si je dis une bêtise. Oui, Vincent Marquet, qui est capitaine cette saison, Voilà. tout à fait. Donc, il y a encore cette idée d'ancrage territorial entre le club et le territoire qu'il est censé représenter et incarner. C'est beaucoup moins le cas, évidemment, du Paris Saint-Germain. Alors, Kylian Mbappé, on en a parlé, le paradoxe, c'est qu'il est un peu l'exception qui confirme la règle, puisque c'est le jeune de Bondy qui réussit dans le club d'Île-de-France. On peut le voir aussi comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a eu une globalisation du football de plus en plus. Alors, ça a commencé par les joueurs très tôt, quand Raymond Kopa part au Real Madrid, quand des joueurs argentins se naturalisent espagnols pour pouvoir jouer avec le Real, je pense notamment à Alfredo Di Stefano, il y a une mondialisation du football. Le dernier acteur du football à ne pas s'être mondialisé, ou en tout cas l'avoir fait très tardivement, c'est le supporter. C'est-à-dire qu'on est passé d'un milieu où le club de foot représentait une ville, même pas une région, une ville, où il était souvent présidé par l'entrepreneur du coin, dont les joueurs étaient à 99% issus de la micro-région et dont les supporters, évidemment, étaient les habitants de la ville. Il y avait un aspect identitaire très fort. Et aujourd'hui, on est dans un aspect où le président, c'est Nasser El Khelaifi à Paris, Frank McCourt, américain, à Marseille. Les joueurs restent en moyenne 2 à 3 saisons dans un même club quand il y a une fidélité, quelque chose qui est marqué. Et on se Ça, c'est aussi le cas à la CA et dans votre club, mais c'est vrai que Bien sûr, mais si tu veux, il y a ce football qui est en mutation. Au final, il y a une énorme mobilité de tous les acteurs et les supporters sont un peu les derniers à avoir pris ce train-là. Encore que, on voit bien depuis plusieurs années que quand des clubs à renommée internationale partent faire des stages de pré-saison en Asie, on se retrouve avec des clubs comme Manchester qui arrivent dans des aéroports malaisiens ou indonésiens avec des milliers de personnes qui les attendent avec les maillots et les écharpes. Donc il y a une désincarnation et en tout cas un lien entre le territoire et le club qui s'est cassé. Et d'ailleurs, on ne va plus parler du Paris Saint-Germain, on va parler du PSG. On ne va plus parler de Manchester City, on va parler de City. Dans l'identité même des clubs, le nom de la ville est gommé. C'est le Bayern, c'est le Real, c'est la Juve, c'est l'Inter, c'est Arsenal. Bon, encore qu'Arsenal est le nom d'un quartier. Mais on... excuse-moi, attends un instant, j'ai une sonnerie. Attends. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Voilà, ça y est, c'est passé. Non, et comme je disais, on voit bien qu'il y a ce football-là très local, très enraciné, qui est en train d'être menacé d'une certaine manière par un football qui est mondialisé ou qui est globalisé. Après, moi, je ne suis pas là pour avoir un discours, je dirais, passéiste ou de dire que c'était mieux avant. On a aussi la possibilité aujourd'hui d'assister facilement à la télé, à des rencontres, ce qui n'était pas forcément le cas de nos grands-parents qui voyaient 2 ou 3 matchs par an à la télé seulement. Donc, je veux dire, il faut remettre les choses en perspective. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien d'identité. Et quand l'ACA, je pense, rencontre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que l'ACA peut revendiquer face à un club comme ça? La qualité sportive, non. La force financière non plus, la puissance culturelle certainement pas. Paris est une capitale internationale qui est connue dans le monde entier. Donc en fait, qu'est-ce que fait un club comme Ajaccio? Il joue avec ses armes et il ne peut que revendiquer de la manière la plus intense possible ce qu'il peut avoir et que le PSG n'a pas ou n'a plus, parce que contrairement à ce qu'on dit, Paris n'est pas du tout un club de nouveaux riches, ou en tout cas, ça n'est pas qu'un club de nouveaux riches, c'est un club qui a aussi une histoire très récente, mais qui a Oui, su... Voilà. Et c'est vrai qu'après, on arrive des fois, il ne faut pas arriver non plus à l'excès inverse où on voit City, le PSG comme des
comme des clubs de nouveaux riches, c'est ça, mais c'est pas que ça. Non, il ne faut pas avoir une mémoire courte non plus, parce que c'est vrai que le PSG a 50 ans d'histoire et bientôt, voilà, c'est un club qui est né dans les années 70 et qui a une vraie histoire aussi avec des industriels. Vincent Gambini, concernant l'identité toujours et les valeurs, du coup, comment on explique qu'il y ait tant de sympathie aujourd'hui? On trouve des sympathies, notamment dans la jeunesse, mais pas que, pour le Paris Saint-Germain, y compris pour ce Paris Saint-Germain-là. Parce que moi, je connais des supporters, par exemple, du Paris Saint-Germain de Paoletta, du Paris Saint-Germain de l'époque de Rail, mais qui vraiment ont un désamour aujourd'hui pour ce Paris Saint-Germain-là, des millions et des milliards qataris. Comment on explique qu'aujourd'hui, eh bien, on ait vu des gens venir voir le match uniquement pour voir le Paris Saint-Germain. Le pari, sans jeu de mots, est réussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu un Ibrahimovic à une époque, un Messi à une autre époque, etc., etc., et puis du spectacle, tout le reste s'efface. Ben, en fait, je pense qu'il faut revenir à la source même de ce qu'est le football. Et c'est une vieille opposition qui d'ailleurs qu'on retrouve dans tous les grands débats du football actuellement, sur le projet de la Super League, sur l'évolution des compétitions, etc. La question fondamentale pour moi, c'est de se demander si le football est d'abord un sport ou d'abord un spectacle. Et la question, elle est là. Si c'est un sport... Les Anglais ont répondu, ils parlent d'entertainment, c'est du spectacle. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, ça c'est une question fondamentale parce que quand on prend le football comme un sport d'abord et aussi comme un phénomène culturel, politique, identitaire, sociétal, on peut évidemment regretter que des jeunes Corses soient supporters du Paris Saint-Germain. Et on peut le regretter pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait aussi la beauté du sport, c'est son côté populaire. Et si demain, 80% des amoureux de ce sport ne supportent qu'une poignée d'équipes, qu'une dizaine d'équipes les plus grandes d'Europe, on va perdre, je dirais, le lien qui peut exister dans le football à l'échelle internationale. Maintenant, il faut toujours distinguer deux choses. Il faut distinguer le regard qu'on a, nous, en tant qu'adultes, sur le football, où on reconstruit, y compris une identité. On sait très bien que le football a toujours été, les clubs de football ont toujours été une manière de construire l'identité. Il faut regarder ce que représente l'Olympique de Marseille à Marseille, mais aussi pour les expatriés. Il faut regarder ce qu'a représenté le Sporting aussi à un moment donné en Corse pour la diaspora. Il faut regarder ce que représentent tant d'autres clubs qui ont des aspects identitaires très forts. Pourquoi on le regrette? Pourquoi on le regrette? Parce que ils admirent la performance tout de même de ces joueurs. Mais c'est ça, mais après, il ne faut pas non plus tomber dans un autre travers qui est celui qu'on appelle le clubisme, où on ne peut voir le foot qu'à travers le prisme de son propre club. Et c'est là où la dualité et où la frontière est très mince. Prenons le cas d'un enfant. Un enfant qui, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, va commencer à être amoureux de ce sport. Il y a deux manières de recevoir le football. Il y a l'héritage, il y a la transmission. Il y a un père, un oncle, un grand frère qui va t'emmener au stade, qui fait que tu vas vivre à Timizol, à Mezzavi, à Armanches, à des premiers souvenirs. Et le lien avec le club peut Icône, on peut même parler d'icône quand on parle d'un père. Hein. Et le lien avec le club, il peut se faire comme ça. Il y a de grands mouvements populaires euh, qui sont symbolisés souvent par le hashtag, on reparlera des réseaux sociaux après, mais par le hashtag support your local team, que moi j'aime énormément. Où il y a l'idée de dire le football se vit d'abord au stade et le football se vit voilà, à travers ce prisme-là. Mais après, il y a aussi les yeux d'un enfant qui voit Kylian Mbappé à la télé. Kylian Mbappé, il est meilleur footballeur que les joueurs de la CA, du Sporting et du Gazélec. Il va plus vite, il tire plus fort dans le ballon, il est plus technique et il atteint des sommets que nos joueurs n'arrivent pas à atteindre pour le moment. Dans les yeux d'un enfant, il représente ce qu'était à un moment donné Zidane, Maradona pour les anciens, Pelé, Johan Cruyff. Je ne suis pas sûr que ce soit antinomique. Moi, je pense que les deux peuvent être... Un Chris Waddle, même peut-être simplement un Chris Waddle à l'OM à l'époque. Ouais. Des mecs qui ont fait rêver, qui nous ont fait rêver aussi. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer les gens. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux, parfois un peu acides, sur le comportement de certains enfants qui auraient eu le malheur de pénétrer sur la pelouse pour faire un câlin à Messi et à Mbappé. Mais je veux dire, mais ça, c'est la passion qui s'exprime. Et j'ai reproché ça à un enfant et penser que si l'enfant fait ça, c'est que forcément, il ne supporte pas la Ajaccio. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Voilà, pour moi, c'est une erreur fondamentale de l'analyser comme ça. Alors, Vincent Gambi, c'est très bien parce qu'on est en plein dans le thème et ce qu'on recherchait, je pense, toi et moi, au niveau du débat.
Et je pense que ça intéressera plus d'un parent et plus d'un supporter aussi. Une question, on va rester sur le côté religion au sens religere, le lien, le fait de relier les gens autour de quelque chose. La religion est présente à François Coty avant cette rencontre à CAPSG, on le disait tout à l'heure, toi et moi en off. Il y a un drapeau du Vatican. Les jeunes affichent aussi dans les tribunes et les anciens, mais de manière même on va dire naturelle, des signes de religion, des pendentifs, leur petite main en corail de baptême, etc. Il n'y a jamais eu de souci avec ça, on va dire. Ça reflète simplement ce qu'est la société corse. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui la religion, est-ce qu'elle elle s'impose dans ce genre de rencontre? Est-ce qu'elle prend une autre dimension quand on affiche comme ça une Vierge Marie, une sainte patronne dans un stade face à l'équipe du Paris Saint-Germain et face au club PSG? Est-ce qu'elle prend une autre dimension, ce paramètre religieux? Est-ce qu'il prend une autre dimension selon toi? C'est difficile à dire. Il y a deux choses. Ce qui est vrai d'abord, c'est que le football porte en lui une très grande religiosité. Il y a une personne qui en a parlé de manière absolument passionnante, c'est Jean-François Colosimo, qui est le directeur des éditions du Cerf, qui est une personne qui est originaire d'Avignon, mais qui est converti à l'orthodoxie et qui a, à quelques occasions, parlé un peu de l'aspect religieux du football. Moi, ça s'écrit Colosimo, excuse-moi, ça va nous permettre de noter aussi. Simo, Comme ça s'écrit? comme ça se prononce. Voilà. Comme ça se prononce. Exactement. Et en fait, bon, le football porte en soi une forme de religiosité. Le stade est un temple. Les joueurs sont pour certains célébrés comme peuvent l'être des icônes. Et je citais volontiers l'exemple du décès de Diego Maradona, quelqu'un qui débarquerait sur notre planète et qui observerait de manière tout à fait neutre les comportements humains au moment de la mort de Maradona, la volonté de prélever quasiment des reliques sur son propre cercueil, les rassemblements dans le monde entier, ça relève quasiment de la dévotion. Enfin, si on n'est pas dans le religieux là, je ne sais plus où est le religieux. Donc, et je pense qu'il y a un aspect très fort de la religiosité. Après, est-ce que quand les supporters de l'ACA mettent en avant ça, est-ce qu'il y a une part, est-ce que c'est une volonté de montrer une opposition? C'est difficile à dire. Ça peut être une manière d'afficher un étendard culturel, puisqu'on sait très bien qu'en Corse, l'identité corse, c'est souvent confondu avec l'identité catholique. Euh, Sans évidemment juger le choix qui a été fait, je pense que ce serait une erreur que de voir le Qatar, les investisseurs qataris, comme les étendards de la religion islamique. Pour des raisons simples, c'est d'abord parce que le Qatar a une vision, je pense, profondément géopolitique des choses et géostratégique, c'est-à-dire qu'à mon avis, il agit d'abord en tant qu'État plus qu'en tant quantité théologique ou spirituelle. C'est Et pas un il promoteur, c'est pas un promoteur d'un certain courant de l'islam, selon toi, le Qatar. Alors, je pense que c'est un promoteur de ses propres intérêts. Et d'ailleurs, il suffit de voir quel est le plus grand adversaire géopolitique, et ça se retrouve dans le football actuellement aussi, du Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, qui n'est ni un pays juif, ni un pays bouddhiste, ni un pays catholique. Euh, Certains journalistes bien renseignés disent même que si les investisseurs saoudiens ont refusé d'acheter l'OM récemment, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas les moyens de rivaliser avec le grand ennemi qatari, et que ce serait une manière d'admettre un sentiment d'infériorité. C'est pour ça qu'on va plutôt chercher en première ligue, parce qu'on ne veut pas directement se confronter à Paris en France, qui de toute façon a un temps d'avance sur les autres clubs, même ceux qui pourraient être rachetés. Donc moi, j'ai jamais vu honnêtement, moi je vois le Qatar comme utilisant le football comme un cheval de Troie pour faire valoir ses intérêts géostratégiques, ses intérêts politiques. Je vois moins, pour être honnête, l'utilisation religieuse, même si la Coupe du Monde au Qatar, c'est aussi une manière de promouvoir un style de vie, certains codes, mais je ne suis pas sûr que la religion soit l'élément central. Je pense que le Qatar cherche à faire valoir ses intérêts stratégiques, et je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qu'essaye de faire le Qatar en 2022 avec ce qu'a essayé de faire l'Argentine, par exemple, en 1978, ou avec ce qu'a essayé de faire le régime fasciste italien dans les années 30 en organisant une Coupe du Monde. Je pense qu'on est plus dans cet aspect-là. D'accord. Donc, en fait, selon toi, ce tifo, pour conclure là-dessus, cet affichage d'une icône religieuse dans un stade, c'est quand même rare.
même si souvent à la CA, on voit le drapeau du Vatican et des références religieuses accrochées au grillage. Cet affichage-là pour le PSG, comment on peut l'interpréter? Et est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut l'analyser? Est-ce que c'est, selon toi, une impulsion protectrice, un réflexe protecteur face à une grosse machine comme le PSG? Est-ce que c'est, on prend la première arme qu'on a sous la main pour dire, nous, on a notre force, c'est celle-ci, c'est l'identité. Comment on l'analyse? Je pense ça. Je pense qu'en fait, bon, l'icône de la Madonnoucha, notamment, elle est vraiment consubstantielle de l'identité ajaxienne. Bon, je ne suis pas ajaxien, donc je ne suis pas un spécialiste, mais on sait qu'il y a une part là-dessus. Je pense vraiment qu'il faudrait interroger les groupes de supporters, et moi, je trouve ça dommage qu'on ne les interroge pas assez sur les motivations qui ont fait que c'est plutôt tel tifo qui a pris le pas. Parce qu'en fait, j'imagine que lors des réunions préparatoires, il y a 1000 idées qui fusent à la seconde, et puis on en choisit une plutôt qu'une autre. Ce sera intéressant. Moi, je l'ai plus vu comme la volonté d'afficher quelque chose de culturel, comme la volonté d'afficher quelque chose qui dit clairement, nous savons ce que nous sommes parce que du plus haut des dirigeants au plus petit des supporters, nous partageons tous le même environnement, la même culture, le même écosystème. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un club comme le Paris Saint-Germain, où il y a peut-être dans le vestiaire, on sait très bien que certains mecs n'arrivent même pas à parler ensemble parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ou le mec qui s'occupe de la pelouse est anglais, le capitaine est italien, tu vois, il y a une espèce de melting pot et d'aspect cosmopolite qui, pour moi, fait aussi la richesse du foot. Mais encore une fois, c'est aussi ces deux footballs qui se rencontrent, et je pense que peut-être qu'à ce moment-là, les supporters de l'ACA se sont dit, voilà ce que nous sommes, et voilà ce que nous réussissons à demeurer, et ce que vous n'arrivez plus à être, c'est-à-dire un bloc uni et qui partage, je dirais, la même vie. Alors, parenthèse, Vincent, pour la petite anecdote, Alain Orsogne, président de la holding qui détient la CA, a déclaré chez Viasté qu'il y a peu de temps, un club de l'Arabie Saoudite, des fonds saoudiens avaient tenté de faire une approche pour acheter le club, et ça avait été repoussé. Les deux événements se télescopent. Je ne dis pas qu'ils sont liés, mais en tout cas, ils sont à quelques mois contemporains, à quelques mois d'intervalle. Voilà. Pour la petite anecdote. On va passer à la sociologie des supporters et à leurs attitudes au pluriel dans cet ACA PSG. Alors, on va partir vraiment de ce qui s'est. Je pense qu'on va partir de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, parce qu'après, on va en parler un peu plus précisément du débat qu'on a eu sur les réseaux sociaux, sur Twitter plus précisément, à propos de l'admiration du jeune public ajaxien pour les joueurs parisiens. D'abord, il y a eu quelque chose sur les réseaux sociaux en avant-match qui était sous forme d'avertissement, un compte fan de la CA, un compte de supporters de la CA qui disait pas de maillot parisien toléré, en gros. On ne tolérera pas de maillot parisien dans les tribunes. Si vous voulez aller supporter le PSG, vous allez en parkage visiteur. Et c'est net, c'est interdiction de porter un maillot. Alors, il y a eu débat, il y a eu des Corses qui ont dit, mais attendez, si c'est un gamin de 8 ans qui rentre dans le stade avec son père et qui a envie de mettre le maillot du Paris Saint-Germain, vous allez le mettre dehors à coup de pied au derrière. Comment vous allez gérer ça? Quelle est votre position? Et au final, je pense qu'il y a eu un petit peu reculade. Alors, on m'a dit que le poste avait été retiré, mais bon, je ne l'ai pas vérifié moi-même. Mais en tout cas, ce poste a existé, je l'ai vu de mes propres yeux. Déjà, comment on peut interpréter, selon toi, ce genre d'avertissement et cette intolérance affichée, Vincent? Non, mais je pense vraiment que c'est un débat entre le football comme un spectacle mondialisé et le football comme quelque chose d'identitaire qui se vit d'abord par la filiation et l'enracinement. Il y avait eu les mêmes débats en virage marseillais. Je ne sais pas si tu te souviens de ces grandes affiches qu'il y avait en tribune marseillaise, parce qu'on sait qu'une des caractéristiques du look marseillais, entre guillemets, c'est cette propension à porter des survêtements de plein de clubs différents dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans certaines tribunes au Vélodrome, tu te retrouvais avec des mecs qui chantaient des chants à la gloire de l'OM, mais il y en avait un qui avait le jogging du Borussia Dortmund, celui d'à côté de Chelsea, celui à droite de la Juve. Et c'est vrai qu'à la fin... aussi les Marseillais, c'est vrai. C'est-à-dire que si le football est identitaire à un moment donné, et si le football se voit comme quelque chose de profondément sérieux, il y a une forme de fidélité, de loyauté et d'exclusivité à son club qui ne peut pas se concilier avec le fait d'afficher fièrement les couleurs d'un autre club. Alors évidemment,
Moi, je ne dis pas qu'il faut empêcher l'accès à une tribune à François Côte d'un jeune Ajaxien qui porterait le survêtement du Paris Saint-Germain. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi, enfin, le fait de lutter contre la globalisation du football, c'est pas qu'un aspect négatif. Je pense qu'il y a aussi un aspect positif, un aspect vertueux, parce que ça permet en fait de conserver la force des clubs. Moi, je pense profondément qu'une des sources d'énergie de la part des clubs, c'est aussi à travers les supporters qu'ils le trouvent. Et si demain, il n'y avait plus de supporters ou plus que des supporters de ces grands clubs, je pense que nos clubs insulaires profondément seraient en souffrance parce qu'ils se priveraient, je pense, d'une des mamelles vitales qui leur permet d'obtenir des résultats. Donc il faut le voir. Je te coupe un instant. Est-ce qu'il n'y a pas une lutte là-dessus précisément? Est-ce qu'il n'y a pas une lutte financière aussi d'un club à l'autre, pas forcément d'un pays à l'autre, mais d'une entité, d'une société, d'une entreprise privée, d'un club à l'autre? C'est-à-dire celui qui a le plus de moyens de faire du marketing domine l'autre, tout simplement. Oui, complètement. Mais de toute façon, après, il y a un phénomène naturel. Il y avait énormément en France de supporters de l'OM dans les années 90. Il y avait énormément de supporters de la Saint-Étienne. Après, il y a eu des épopées aussi. Hein. Il y a eu des épopées. Et c'est ça. En fait, il y a ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent les glory hunters, les chercheurs de gloire. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui suivent le football et qui vont forcément s'attacher aux équipes qui gagnent. Alors, évidemment, on peut le regretter parce que on se dit qu'au final, supporter un club de foot, on le sait d'autant plus quand on supporte des clubs qui gagnent pas beaucoup, comme ça peut être notre cas. On sait aussi que la passion et l'amour de son club, on la développe aussi dans les défaites et dans les moments de souffrance. Après, j'en reviens à la définition initiale. Si le football est un spectacle, est-ce qu'on reprocherait aux Ajacciens d'être 15 000 pour un concert des Red Hot Chili Peppers et d'être seulement 1500 pour un concert de Diana Dillalb? Ça ne provoquerait pas la même réaction. Et ça paraîtrait même normal pour tout le monde. Et ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté quelque chose qui est un porte-étendard de ce qu'on est, et de l'autre côté quelque chose de complètement importé, hors sol, artificiel, qui se poserait quelques heures au Cazone et qui attirerait 10 fois plus de monde. Et c'est là-dessus où je dis souvent, le football n'est pas qu'un simple sport. Le football, c'est bien plus important que ça, et c'est pas juste 22 personnes qui courent après un ballon. On le voit aux réactions que ça suscite. Demain, je veux dire, personne ne conteste le fait que Mission Impossible 3 va faire plus d'entrées que Permis de construire de Eric Fraticelli. Personne ne remet en cause le fait qu'un concert de Kouchen, ça attirera moins de monde qu'un concert des Rolling Stones. Mais par contre, si le Paris Saint-Germain déclenche plus de passion que l'ACA ou que le Sporting sur notre propre territoire, là, on commence à grincer des dents, on commence à se crisper un peu. Ça veut dire donc que le football n'est pas qu'un spectacle, et je vais même plus loin qu'il n'est pas qu'un seul sport, parce que personne ne se choquerait de voir dans un bar une dizaine de Corses soutenir Rafael Nadal ou Roger Federer. Mais par contre, si tu vois une dizaine de Corses qui supportent le Paris Saint-Germain, même dans un match qui n'a rien à voir avec une équipe corse, on trouve l'Olympique de Marseille. Hein. Exactement. Le football est vraiment identitaire et il constitue une partie de ce qu'on est. Ouais, c'est en effet très juste. Vincent Gambini, une question toujours sur la sociologie, alors le comportement de ces supporters maintenant dans le IRL, comme on dit, in real life, dans la vie réelle. Sur le terrain, on a vu beaucoup d'ambiance, de chant. On a vu d'abord, on va s'arrêter quand même là-dessus, avant le début de la rencontre, une poignée, vraiment une poignée apparemment, alors je ne les ai pas vus moi-même, mais une poignée de ce qu'on m'a rapporté au niveau de mes confrères, de supporters ACistes, visage masqué, aller en découdre de l'autre côté du stade, donc ils sont partis de la tribune nord jusqu'à la tribune sud, avec des supporters parisiens, ça a été dispersé par des gaz lacrymogènes. Ça sert à quoi? Concrètement, ça sert à quoi quand les deux flux sont séparés d'un côté, les supporters sont rentrés côté ACA, les supporters parisiens sont arrivés après, avant le début de la rencontre, ça sert à quoi? Quel est le but selon toi? Je ne sais pas si ça a vraiment un but. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le phénomène de foule. On a tous un jour été dans un stade et on a tous eu. Moi, je suis un garçon, tu sais, très calme, très, très pacifique. J'ai parfois des comportements dans un stade où je m'étonne moi-même de voir à quel point je suis extraverti, expressif, etc. Donc, je pense d'abord que le phénomène populaire, le phénomène de foule, certains diront le phénomène de meute, fait ressortir peut-être pas forcément ce qu'on a de plus sage et de meilleur en nous. Après, il faut lire Gustave Le Bon, selon toi, Psychologie des foules.
Oui, il y a une psychologie des foules. Je vais même plus loin. On vit dans des sociétés qui sont très violentes, qui sont très conflictuelles. Euh, le football a toujours été un moyen où la violence a pu s'exercer dans un certain cadre. Je dis pas, je dis pas qu'il faut faire de ces événements quelque chose de normal. Parce que le football ne peut rester populaire que s'il permet à tout un chacun, des plus âgés aux plus petits, de venir dans un stade dans des conditions de sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'aspect identitaire. Qui dit aspect identitaire dit aspect de défense de son territoire. Il y a toute une scénographie quand des supporters adverses, je dirais, arrivent dans un parcage extérieur. C'est souvent très démonstratif, c'est souvent très revendicatif. D'un autre côté, il y a des supporters locaux qui peuvent avoir la tentation de se dire mais on ne va pas laisser ces supporters-là faire ici comme ils le feraient chez eux. Il y a toujours cet aspect identitaire du territoire qui est le nôtre, qui n'est pas le vôtre, du stade qui est le nôtre, qui n'est pas le vôtre. Ça n'empêche pas très souvent des groupes de supporters aussi de lier parfois des moments de convivialité ou de se réunir dans certains organismes pour défendre des intérêts communs. Je pense que c'est la règle. C'était vu sur ACA Toulouse au mois de mai, quand l'ACA a validé sa montée face aux champions de France de Exact. Ligue 2. Et je pense que c'est l'erreur. On utilise souvent, quand il y a des affrontements violents, on utilise souvent l'expression de pseudo-supporters. Je pense que c'est une erreur parce que ce sont certainement, alors pas tous, mais les mêmes supporters qui ont passé un très bon moment avec les supporters toulousains et peut-être qui en ont passé un moins bon avec les supporters parisiens. Il y a aussi parfois les circonstances qui font que, mais je pense qu'il y a un aspect de la passion qui est parfois incontrôlable. Il faut réussir à lui donner un cadre, mais après, encore une fois, on vit dans des sociétés qui sont très conflictuelles, dans lesquelles le football peut aussi être un exutoire. Charge évidemment aux personnes en charge de l'organisation de faire en sorte que ça ne dépasse pas un seuil d'acceptabilité et de dangerosité pour les acteurs, mais euh, le football porte en lui une agressivité sur le terrain, c'est un sport de contact, dans les tribunes, et donc ça c'est quelque chose qui est consubstantiel et qui est pas propre au foot, je pense, qui est vraiment propre à la société, et les tribunes ne sont que le reflet de la société dans laquelle on vit. D'accord. Alors justement, Vincent Gambini, sur le côté réaction de la sécurité, il y a eu des intrusions pendant cette rencontre. Pendant l'échauffement, il y a un jeune homme blond, je crois de mémoire, avec un t-shirt noir qui est rentré quand le PSG s'échauffait le long de la main courante, parce qu'il n'y a plus de grillage côté Jean-Baptiste Paul, et ça aussi on pourra en parler, il n'y a plus de grillage le long des tribunes les plus calmes. Il reste le grillage côté tribune Fayed, mais il y a un supporter qui est rentré pour aller voir les supporters les joueurs du Paris Saint-Germain. Il a été intercepté, reconduit, encadré par deux colosses de la sécurité de l'ACA. Et pendant le match, on a vu un, puis deux, puis trois jeunes adolescents rentrer, embrasser Lionel Messi, faire un petit selfie. Alors il y en a un, il a pris tout son temps. Ils n'ont pas été interceptés par la sécurité. D'ailleurs, Olivier Pantalogne, l'entraîneur de la SAS, s'en est plaint. Il a dit en conférence de presse que ça avait joué un rôle dans le déroulement sportif du match, parce que la CA était à ce moment-là menée uniquement 1-0. Donc il y a cette violence qui s'est exprimée, il y a cette revendication avec l'affichage de l'identité. Et puis il y a waouh, Lionel Messi à François Coty, waouh, Kylian Mbappé. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu ambivalent, pour ne pas dire schizophrénique? Absolument. Mais, on parlait de la religiosité du foot. Messi, c'est typiquement le genre de joueur qui suscite des choses, des comportements, qui suscitent des émotions. Je veux dire, moi, à titre personnel, qui ne suis jamais rentré dans un stade pour faire un câlin à un joueur, que ce soit de mon équipe ou d'une équipe adverse, j'ai vu Lionel Messi faire des choses sur un terrain qui m'ont provoqué des choses, même émotionnellement parlant. C'est un artiste, c'est un génie. Et j'en reviens au parallèle. C'est la même chose que la groupie qui va monter sur scène pour embrasser Claude François. Alors, la sécurité là-dessus, franchement, moi, je la blâmerais pas. C'est très compliqué. C'était souvent des enfants très jeunes. Attention aussi, chez la nouvelle génération, un peu le phénomène TikTok, qui consiste à vouloir à chaque fois aller un peu de l'autre côté de la ligne rouge en se mettant en scène et en disant voilà ce que j'ai fait. Bon, il y a aussi un peu ce côté-là. Je pense que c'est très compliqué pour une sécurité de gérer 10 000 personnes. C'est la nouvelle subversion, selon toi, les défis TikTok, par exemple, Et le fait moi, je pense que ça joue. de risquer quelque chose? Ouais, moi, je n'ai pas vérifié, mais je suis persuadé que sur les jeunes ados ou pré-ados qui ont pénétré sur la tribune, je suis presque persuadé que la plupart
si on cherche, ont publié. J'ai vu que pour la plupart, ils avaient un téléphone dans les mains. Je suis sûr qu'ils ont publié leur exploit sur TikTok ou sur Instagram. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas, parce qu'il y a cet aspect voilà, un peu transgressif qu'il peut avoir dans l'adolescence. Alors après, c'est toujours pareil. Oui, on peut blâmer la sécurité. Bon, après, qu'est-ce qu'on attend des deux? Est-ce qu'on attend qu'un homme d'1 m 90 et de 95 kilos, plaque au sol, lancé à pleine vitesse un gars? C'est arrivé, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais ça a été critiqué parce que c'est arrivé avec une jeune fille apparemment. C'est compliqué, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, si le stadier réagit vraiment comme il doit le faire, on va lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de discernement. S'il ne réagit pas, on lui reproche. Après, je pense aussi qu'il y a le côté, dans ce football-là, de joueurs qui sont de plus en plus inaccessibles. Il y a aussi le côté, et c'est le seul moment pour approcher le Dieu vivant. C'est-à-dire que sans fantasmer, parce qu'après, il y a 20 ou 30 ans, les joueurs ne buvaient pas non plus un coup avec les supporters à la fin du match de manière systématique. Mais tu prends le cas d'un mec comme Léo Messi, c'est un mec que tu ne croiseras jamais, même si tu es supporter du PSG, dans ta ville, à la boulangerie du coin ou sur la terrasse du café. Ils vivent dans des quartiers qui sont peuplés de maisons où ne vivent que des joueurs de foot du PSG. Ils ont un staff de plusieurs dizaines de personnes qui s'occupent de leurs moindres problématiques du quotidien. Leurs trajets sont assurés dans des voitures hors de prix. Et quand ils arrivent au camp des loges, ils sortent de leur voiture, ils sont déjà à 300 ou à 500 mètres du premier supporter parisien au loin de l'autre côté de la grille. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi, demain, tu es un amoureux inconditionnel du foot. Léo Messi est celui qui t'a fait aimer ce football-là. Qu'est-ce qui te permet de le rencontrer en dehors du fait de rentrer sur le terrain pendant le match? Pas grand-chose, ce n'est pas une excuse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs du football sont, je pense, à ce niveau-là tellement déconnectés de leur base de supporters qu'à un moment donné, forcément, le seul moyen de rencontre, ça reste le terrain à l'instant T. D'accord, c'est assez intéressant comme analyse. En tout cas, on est en plein dans le sujet de l'attitude, de l'iconisation du joueur de football, évidemment, parce qu'il est plus talentueux et bien plus talentueux que la moyenne, parce qu'il a gagné 7 ballons d'or, parce que bon, voilà. Et alors, maintenant, on va arriver à la dernière partie, si tu veux bien, Vincent, pour ce pilote, pour cette émission pilote, les réseaux sociaux et l'après ACA PSG, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, surtout sur les réseaux sociaux, les réactions parfois dures, un petit peu tranchantes, et en même temps des débats qui se sont animés. Les supporters Bastia, alors moi, je vais te dire ce que j'ai vu moi dans l'ordre chronologique. J'ai vu des supporters Bastia Magané les assists en disant bon, vous adulez les Parisiens, c'est bon, vous êtes des footix, en gros, vous n'avez pas d'identité, etc. Là aussi, on attaquait un petit peu. Vous avez un supporterisme à géométrie variable, etc. Vous êtes allé jamais de la vie à Fouriagne, on ne voit ça. Ça prouve que le SCB a beaucoup plus fédéré et a beaucoup plus d'attachement de ses supporters à lui que la CA. Après, me semble-t-il, rappelle-moi sur Twitter, c'était quoi le débat donc au début, on reprochait limite à des enfants d'admirer des génies footballistiques. Et puis, on est arrivé avec des réponses en disant, mais attendez, des supporters bassés qui contrebalançaient en disant, mais attendez, mais si moi aussi, si demain je vois un joueur comme ça, mais j'essaie de l'approcher, je le félicite s'il est bon, et oui, peut-être même que je fais une photo avec lui. Les réseaux sociaux, on fait l'après-match, j'ai l'impression, dans ACA PSG, pas toujours dans le calme et dans la courtoisie. Alors, j'ai pas tout vu, tu me diras toi ce que tu as vu, mais les réseaux sociaux, c'est la troisième mi-temps, en fait. On a l'impression. Oui, ouais, voilà, moi, je pense que dans une approche identitaire et incarnée du football, le football se vit d'abord au stade. Moi, j'utilise beaucoup Twitter, par exemple, qui est un des réseaux sociaux que je préfère. J'échange beaucoup avec des supporters, y compris des supporters de plein de clubs en France, avec qui on passe de très bons moments, des discussions très, très agréables. Après, voilà, le phénomène de meute que tu peux ressentir dans un stade quand tu te laisses entraîner par un mouvement de foule, il existe aussi dans les réseaux sociaux. Après, je pense qu'il y a une rivalité entre l'ACA et le Sporting qui ne peut plus s'exprimer sur le terrain du fait des divisions qui ne sont plus les mêmes et qui, du coup, va essayer d'utiliser, tu vois,
chaque particule de sujet pour que ça redevienne un sujet de discussion entre les supporters de la Salle. Tu sais, il y avait quelques jours avant ou quelques semaines avant une sortie de Julien Palmieri dans je ne sais plus quel média, dans un média girondin. Et en gros, alors lui dit que les propos ont été déformés, mais peu importe, qui en gros avait dit que l'ACA prenait une direction que le Sporting n'avait pas pris, qu'en gros le club de la Corse actuellement c'était l'ACA. Je le dis de manière on est en oui, c'était ça, c'est plus l'ACA que le Sporting, je crois. Et ça avait déclenché les mêmes discussions. C'est-à-dire que comme on s'affronte plus sur le terrain, comme on ne s'affronte plus sportivement, on cherche des moyens détournés de continuer à faire vivre cette rivalité. Alors, tant que c'est des messages sur les réseaux sociaux, à la limite, ça va, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ne révèlent pas forcément dans le supporterisme ce qu'il y a de mieux. D'abord parce qu'il y a un phénomène de masse qui est parfois un peu malsain. Ensuite, parce que forcément, les propos sont toujours beaucoup plus radicaux quand on les tient derrière un écran que quand on discute avec quelqu'un en face. Donc déjà, il y a une espèce de courtoisie élémentaire qui n'est pas forcément présente. Mais les réseaux sociaux, c'est un vrai phénomène pour le supporterisme parce que ça permet au petit gars qui vit dans la Meurthe-et-Moselle de se sentir comme membre d'une communauté au même titre que le supporter Blaugrana, parce que lui, il est pour Barcelone. Tu vois, ça permet de faire vivre un sentiment identitaire pour ce qu'on appelle les supporters à distance, c'est-à-dire pour les gens qui ne vivent pas dans le lieu du club qu'ils supportent. Et les réseaux sociaux, c'est le seul moyen de vivre cette communauté-là. C'est d'échanger par ce biais-là. Alors nous, on n'a pas trop le problème en Corse, honnêtement, puisque la communauté des supporters de l'ACA est quasi exclusivement vivant en Corse. Pareil pour le Sporting. Il y a évidemment la diaspora corse qui est très présente. Moi, je suis, tu vois, pourtant je suis supporter du Sporting, je trouve ça exceptionnel. Ce que fait Loïc avec l'ACA, ses déplacements incessants. Voilà, c'est un type que je suis depuis très longtemps, que j'adore tout ce qu'il fait, et je trouve que c'est vraiment un bel exemple tu vois, c'est un bel exemple du football qui peut se vivre sans forcément avoir une filiation ethnique. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est né à Ajaccio, c'est pas quelqu'un qui est issu d'une famille ajaxienne. Et en même temps, il y a une loyauté, une fidélité et une manière de vivre le supporterisme de très belle manière, je trouve. Mais les réseaux... il est beaucoup critiqué, hein, Loïc Durand. On le tense on va dire, d'impersonnalité. On pourrait dire ça comme ça. Au début, quand on voyait ce Continental, alors je ne sais plus s'il est originaire, j'espère qu'il ne va pas me blâmer. Je crois qu'il est originaire du côté de la Bretagne, il habite à Rennes. Ouais. Voilà. On le blâmait en gros de faire son image grâce à l'ACA et d'avoir pris à l'ACA comme il aurait pu prendre un autre club. Ouais, mais le mec, il a son CV qui parle pour lui, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais autant de kilomètres, voilà, c'est exceptionnel. Et surtout, il compte pas l'investissement, il n'a pas compté l'essence non plus. Et puis surtout, je pense que c'est une fierté, y compris pour les gens, ça peut être une fierté pour les supporters de l'ACA, parce que ça veut dire que ton club porte quelque chose en lui qui permet à un mec dans le fin fond de la France profonde de se reconnaître, de t'apprécier, de s'identifier et de presque faire de l'ACA un élément constitutif de son identité. Tu vois, je pense qu'un mec comme Loïc, tu lui demandes pendant 5 minutes de se présenter, il va certainement parler de lui, de sa famille, etc. Au bout de 30 secondes, il va parler de l'ACA, parce que ça fait partie des trucs certainement les plus importants de sa vie. Donc ça, évidemment qu'il y a un côté un peu... on peut considérer que c'est désincarné. Moi, je trouve que le travail qu'il fait, c'est formidable parce que ça permet de montrer que entre la cellule identitaire dont le supporter pourrait être prisonnier, de dire à un Ajaxien, mais si tu n'es pas pour la CA ou pour le gaz, c'est que tu n'as rien compris au foot. De dire à un Bastia, si tu n'es pas pour le Sporting, tu n'as rien compris au foot. De dire à un mec qui vit à Annecy, si tu n'es pas pour Annecy, tu n'as rien compris au foot. Entre ce monde-là et le monde qui consiste à dire que un type peut n'importe où, n'importe quand supporter n'importe quel club et en changer comme de chemise, il y a une place pour des parcours un peu alternatifs. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Après, les réseaux sociaux, voilà, il y a cette dynamique de masse. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont un excellent moyen de faire vivre des relations qui naissent dans le monde réel. Je veux dire, tu vas rencontrer un type dans un stade, supporter de ton club ou supporter d'un autre club, tu vas échanger. Les réseaux sociaux peuvent être le prolongement de cette discussion et c'est très agréable. En revanche, lorsque ça devient un peu un concours de qui a la plus grosse et quand ça devient du clubisme, c'est-à-dire que tu as des gens qui ne peuvent voir le foot qu'à travers le prisme de leur club, là, je trouve que c'est dommage et qu'on passe à côté de quelque chose. Moi, j'ai vu à Fouriagne des joueurs absolument exceptionnels,
et le fait qu'ils aient porté un maillot adverse n'empêche en rien l'admiration que je peux avoir pour le talent de ces joueurs. Alors évidemment, pendant 90 minutes, je souhaite qu'ils soient le plus mauvais possible, mais à la fin, l'admiration pour le talent demeure. On parlait d'Ibrahimovic, c'est le joueur conflictuel par excellence, qui joue même de ça avec les tribunes adverses, en provoquant, parce que c'est une atmosphère qu'il aime. Bon, mais je veux dire, si tu n'aimes pas Ibrahimovic, le joueur de foot, ben, voilà, tu passes à côté aussi de quelque chose, quoi. Alors, Vincent, deux petites questions. Déjà, est-ce que pour toi, Ibrahimovic est un mercenaire? Parce que Ibrahimovic, quand même, il joue beaucoup de son image sur les réseaux sociaux, etc. Mais niveau identité, en Suède, Oui. c'est passé quelque chose. Alors oui, mais l'identité elle renvoie à la loyauté. La loyauté elle renvoie à la fidélité. On va toujours citer l'exemple de Raoul ou de Paolo Maldini. Par contre, je dis toujours un truc, c'est plus simple d'être fidèle à ton club quand tu es formé au Milan AC ou au Real Madrid que quand tu es formé dans un club suédois. Donc après, moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Je pense qu'il y a une place encore pour les joueurs qui font une vie dans un même club et c'est souhaitable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, le sportif de haut niveau, on ne peut pas lui reprocher d'avoir envie de jouer au plus haut niveau parce que sinon, ça devient presque des assignations à résidence. Tu vois? C'est ce qu'on voit un peu avec certaines réactions par rapport à d'anciens joueurs du Sporting actuellement, je pense. Ouais, alors moi, tu vois, quand le Sporting est descendu en 2017, j'en ai jamais. Enfin, moi, personnellement, j'ai aucun reproche, évidemment, mais j'ai aucun reproche à faire à aucun des joueurs. Par contre, Jean-Louis Lé qui a signé à la CA. Jean-Louis Lec a signé à la CA, bien sûr. Et même ça. Il était adoré, quoi. Les Ouais, gens ouais, l'adoraient. mais même ça, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que ce sont encore une fois des sportifs de haut niveau qui aspirent à jouer une compétition au plus haut niveau. Après, évidemment, j'ai une admiration pour Gilles Thion qui est supérieur parce qu'il a fait ce choix-là et parce que, voilà, ce qui me dérange plus, par contre, et là, ce n'est pas du tout le cas de Leka ou de Cahuzac, ce qui me dérange, c'est quand, par exemple, des joueurs, des années après, vont faire des reproches au club alors qu'eux-mêmes ne sont pas revenus. Ça me dérange plus. Mais c'est-à-dire que ce que je disais, la fidélité, la loyauté, il faut aussi l'analyser de manière objective. Un joueur de foot, c'est souvent un gamin qui a 13 ou 14 ans, a quitté son environnement familial, qui poursuit un rêve et à qui on peut faire le reproche, effectivement, au nom de l'identité, à qui on peut faire le reproche de faire comme ça un peu un tour d'Europe des grands clubs, mais en même temps, on lui demanderait de renoncer à son rêve dans le cas contraire. Et Ouais. tu vois, il y a des joueurs qui ont réussi à créer un lien, alors que, tu vois, un type comme Varane, un type comme Kroos au Real Madrid, c'est pas des Espagnols, c'est pas des Madrilènes, ils ont fabriqué ce lien avec un club. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire que c'est pas forcément antinomique, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis contre le débat qui consiste à demander aux joueurs de boycotter la Coupe du Monde au Qatar, parce que ça procède un peu de la même idée, qu'on va demander à des mecs de refuser leurs rêves et de devoir assumer des décisions qui ne sont pas les leurs, et donc de renoncer à quelque chose qu'ils ont peut-être souhaité toute leur vie pour en fait payer le prix de décisions qu'ils n'ont pas prises. Voilà. C'est vrai que là, on est sur un débat qui est tout à fait d'actualité et qui est assez sensible. C'est difficile de se positionner. Ça, on le voit, tout dépend d'où on parle, je pense. Question, alors, la question que je t'ai posée précédemment, c'était est-ce qu'Ibrahimovic, pour toi, est un mercenaire? Donc, je pense que tu y as répondu, on ne peut pas le Alors, blâmer. oui. Même si Non, je vais te dire. Ibrahimovic a signé dans le club concurrent de son club formateur, c'est ça? Voilà, oui. Il a failli signer. C'était quoi l'histoire? Oui, non, je peux te dire oui, parce qu'il a joué à l'Inter, au Milan AC, à la Juve, et puis Ah, on qu'il parle avait de toujours celui-là, ce côté. De je quoi? crois Pardon, j'ai pas entendu. qu'ils lui ont déboulonné une statue, je crois, en Suède, parce que voilà. Ouais, voilà, mais je pense qu'après, Ibrahimovic, c'est un personnage un peu hors du commun, et puis tu sais jamais avec lui quelle est la part de jeu d'acteur et quelle est la part réelle. Je pense qu'il y a énormément aussi de mise en scène, mais dont il joue lui-même. Tu vois, je pense qu'il. Alors, c'est pas le joueur que j'aime le plus en termes de comportement. C'est un mercenaire d'une certaine manière, mais on va dire que si on devait qualifier le mercenaire dans le football, c'est pas lui que je penserais en premier. Voilà, il y en a d'autres qui me viennent en tête plus facilement.
Ok, alors on va revenir, on a encore deux questions et je pense qu'on va arriver à la fin. Vincent Gamy, on parlait de ce qui s'exprimait sur les réseaux sociaux, l'opposition entre les Ajacciens et les Bastiais qui ressurgissaient à distance via les réseaux sociaux. Alors à une époque, c'était sur les forums, on s'en rappelle Oui, certainement que tu as fait aussi partie de cette communauté des forums. Roissy-Blanc, Camperem, ou, pour ne pas le nommer, ou Rossoubian, au côté bien sûr. ajaccien. D'ailleurs, on les salue tous. Et est-ce que la frustration, est-ce que, on va dire, les douleurs, les souffrances du quotidien, est-ce que elles se subliment, elles s'exaltent à travers le foot quand les gens d'une même communauté s'expriment? Est-ce qu'elle s'hypertrophie? Oui, oui, et c'est pour ça que moi, un des avantages de supporter un club du territoire dans lequel on vit, c'est ça. C'est que bien sûr que si demain un jeune Corse choisissait de supporter le Real Madrid, il vivrait peut-être beaucoup plus de titres en sa qualité de supporter. Par contre, je pense qu'un supporter de l'ACA, un supporter du Sporting, ces 20 dernières années, a vécu dans son stade des émotions que peu de personnes peuvent imaginer, même si l'enjeu est dérisoire. Euh, Moi, tu sais, j'ai 30 balais passés, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'un homme peut rêver. Et si le Sporting perd un match, ça me lance la semaine de la pire manière qui soit. Et c'est irrationnel, parce que je peux avoir des sujets de contrariété qui sont mais 10 fois supérieurs à une défaite. Il n'y a pas une influence directe sur ta vie ou ton intégrité sociale ou physique. Non, parce que je prends du recul, mais par contre, ça a un effet direct sur mon moral, sur mon mental, sur mon humeur. Un lendemain, je me réveille un lendemain de défaite du Sporting, je suis pas content, je suis pas heureux, tu vois, je suis pas bien. Et à contrario, même si j'ai plein de sujets de contrariété tout à fait légitimes et objectifs, si le Sporting remporte une victoire, ça m'apporte un truc où même des fois je me dis mais tu es un fou et je pense qu'on le ressent tous ça. Je pense que quand tu Mais vis des non, moi, ce que je voudrais comprendre, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi tant de frustration, tant de colère exprimée entre nous, entre Corses, oui, sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, dans une même communauté, est-ce que c'est quoi qui ressort, en fait? C'est la frustration, c'est nos chagrins identitaires, nos chagrins économiques qu'on subit aussi en Corse, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est nos chagrins, nos conflits intérieurs? Qu'est-ce que c'est d'après toi qui ressort là? je pense que c'est la nature humaine profondément qui est vide d'opposition et de conflit. Euh, Tu sais, alors moi, c'est paradoxal parce que je vois cette opposition en tant que supporter du Sporting, mais en même temps, moi, je suis porto-vecchia, donc je suis moins, euh, comment dire, je vois moins cette opposition Haute-Corse, Corse du Sud, le point de rupture à Vidzavone, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas, moi, en tant que porto-vecchia. Par contre, je pense qu'en fait, bon, le football d'abord est fait de rivalité. Donc ça, c'est pas une spécificité corse, hein. Tu discutes avec des supporters de Boca Juniors, de River Plate, du Séville et du Betis. Et encore, c'est un niveau au-dessus. Et après, malheureusement, Il faut le dire quand même pour ceux qui ne connaissent pas ce super classique, pour une petite parenthèse, il y a quand même des morts parfois dans les affrontements non, entre mais c'est le voilà. Boca et le River de la même ville, de Buenos Aires. Non, mais c'est ça, tu prends les oppositions qu'il peut y avoir entre Fenerbahçe, Galatasaray, etc. Nous, à côté de ça, on est des bisounours, même si à un moment donné, Et tant mieux, j'ai envie de dire, et tant mieux. et tant mieux, c'est ça, parce que j'allais dire, à un moment donné, les choses avaient pris une tournure quand même assez conflictuelle et il aurait pu peut-être se passer des choses beaucoup plus graves et Dieu merci, c'est jamais arrivé. Et les choses sont redescendues, j'ai l'impression quand même, depuis une petite dizaine d'années désormais, un peu moins. Mais moi, je pense qu'il y a cette volonté aussi de vouloir être celui qui est plus légitime que l'autre. Tu sais, il y a toujours cette volonté d'être le roi dans le royaume. Et tu le retrouves même au niveau amateur, hein. Tu sais, pour ceux qui connaissent les terrains de Régional 1, de Régional 2, tu retrouves en fait les mêmes problématiques, quoi. Ça, je pense qu'il y a un côté esprit de clocher qu'on retrouve dans le monde entier, mais qui est aussi prenant chez nous. Quiconque n'a jamais assisté à un tournoi de Sixte en Corse, y compris pour une noble cause, ne sait pas ce qu'est la rivalité dans le foot, tu vois. C'est ça pour le coup, je pense que c'est vraiment pas spécifique au Sporting et à la CA. Ça a pris une tournure dans la dernière décennie parce que c'est les deux clubs qui étaient mis en lumière. Mais je suis convaincu que si demain l'ACA et le Sporting s'effondraient et que le Gazélec et le FC Borgo, par exemple, accédaient à la Ligue 1,
tu leur laisses 10 ans, ça devient les pires ennemis du monde. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Bon, il y a un peu de fatalisme. On va conclure, Vincent. On va conclure avec toi. Une dernière question. La Corse, donc son football, son identité, tout ça, on a balayé le spectre. C'est cette rivalité entre deux entités que étaient l'ACA et le PSG, entre la Corse et Paris, entre l'Europe et le Qatar, en tout cas la France et le Qatar. On l'a vu à travers ce match, je pense, ACA PSG. Dernière question. La jalousie entre nous, les rapports entre les Corses, comment on désamorce selon toi? Est-ce qu'il y a des moyens et est-ce qu'il y a une volonté quelque part de désamorcer ce qui fait que c'est pas agréable, qu'on n'a pas envie de monter au stade, qu'on n'a pas envie d'en discuter parce qu'on a peur de se disputer même en famille. Qu'est-ce qui fait voilà, qui ou quoi peut éviter d'embêtement, ce genre de malaise, et ce sera la conclusion. Non, moi je pense la discussion d'abord, le fait d'échanger. En fait, tu sais, la mécanique du communautarisme existe aussi dans le football. Et c'est exactement la même mécanique que le communautarisme à l'échelle politique, dont on parle souvent. C'est-à-dire que moi, je suis un supporter du Sporting, par exemple, mais j'ai vécu de super moments en tribune à l'ACA grâce à des personnes comme Jean Dogaziello, qui est un vieux supporter de l'ACA avec qui j'ai sympathisé à la fac et qui, saison 2010-2011 ou 2011-2012 de mémoire, de temps en temps m'emmenait ou tu vois, me faisait découvrir un peu. On a vu certains matchs ensemble. Donc tu vois, en fait, je pense vraiment que c'est en acceptant de voir le football au-delà de son propre club. Alors moi, je ne suis pas dans la dynamique inverse qui consisterait à dire qu'un Corse doit obligatoirement être supporter d'un club corse. Moi, je suis totalement honnête, idéologiquement parlant. Quand je regarde un match d'une équipe corse, puisqu'évidemment, je regarde les matchs de la C1 en Ligue 1, etc., ça me fait plaisir quand ils gagnent, mais je mentirais si je disais que quand ils perdent, tu vois, j'éteins la télé en étant contrarié. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, je pense que euh, en fait, il faut vraiment le football, c'est une passion. Discuter, il faut échanger plus, il faut verbaliser. Ouais, moi, je pense qu'il faut échanger, il faut garder la rivalité, parce que la rivalité, elle n'est pas forcément malsaine, parce que c'est ce qui permet aussi de créer des ambiances, des moments dont on se souvient, parce que cette rivalité-là, elle peut être aussi positive, et elle peut même être positive, je dirais, à l'échelle des joueurs, des staffs, des dirigeants, parce qu'elle te pousse à vouloir le meilleur pour ton club, y compris en opposition avec ton voisin qui réussit, tu vois. Donc la rivalité, elle n'est pas forcément malsaine, mais c'est après d'arriver paradoxalement à comprendre que la passion du football peut se vivre sans se limiter à son seul club et aussi après prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire que et moi je suis un immense amoureux du football, mais en même temps ça n'est que du football. C'est-à-dire que ça ne doit pas empêcher des collègues de travail de profiter, des amis de continuer à être amis, des collègues d'entreprise de passer des bons moments ensemble. Ça n'est que du football. Et c'est pas parce que on le voit comme ça qu'on est un moins bon supporter que quelqu'un qui le verrait presque de manière, tu vois, chevaleresque en disant mon épée, mon bouclier, mon club et rien d'autre, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas, Vincent Gambi, pour ces réponses. Et puis, bonne continuation dans ton travail Merci. et Merci à dans toi. ton intérêt pour le foot et le football corse. Peut-être on se croisera à Fouriagne ou à François Coty. De temps en temps, je monte moi aussi à Fouriagne. Et Ouais, comme ça. eh bien, avec plaisir. Ouais, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Ti ringrazio. A buonasera. Merci. Ciao, ciao, Bonazir.